bonjour, soyez les bienvenus. Alors pour les personnes qui sont en présentiel ou en ligne en train de nous écouter, je me présente, je suis Catherine Adigard de l'entreprise Accueil 4 étoiles. Je suis consultante formatrice dans le domaine de la gestion de la relation client et j'accompagne les entreprises touristiques, mais pas que, dans le domaine bien de l'expérience client pour que les entreprises comprennent comment mettre en place une expérience réussie à tout moment de contact avec les clients, que ce soit physique ou à distance. Nous sommes là pour 1 heure. Nous allons évoquer le sujet qui est les nouvelles tendances touristiques, tourisme d'affaires, tourisme de loisirs et autant de réalités très différentes. Nous allons évoquer autour de cette table ronde plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est effectivement comment dans cet écosystème aujourd'hui qui est très fragilisé, les acteurs touristiques qui sont présents aujourd'hui savent réinventer leurs activités. Nous ferons le point sur les conséquences de la crise sanitaire et des enjeux pour le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Nous évoquerons comment veiller à ce que l'activité du tourisme de proximité qui a fonctionné cet été continue et devienne peut-être pérenne en préservant notre territoire. Et puis on s'intéressera également au comportement des clients et à leur mobilité. Désormais, on ne se déplacera pas comme avant pour des raisons économiques, sanitaires, environnementales. Est-ce que cette crise va impacter durablement les comportements et les changements ? Pour traiter ce thème, nous avons plusieurs invités, plusieurs acteurs touristiques complémentaires et je vais les laisser se présenter. Je vais commencer donc par Daniel Aubaret. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Daniel Aubaret, je suis directeur marketing du TER Occitanie. Donc le TER, ce sont vos trains du quotidien qui circulent sous marque Lio. Ensuite, Jean Micou. Bonjour, Jean Micou, directeur de Haute-Garonne Tourisme. C'était court. Et Sébastien Pujade. Bonjour à toutes et tous, je suis Sébastien Pujade, je suis le directeur du Mercure Saint-Georges à Toulouse. Et en l'occurrence, je représente le Club Hôtelier Toulousain. Club Hôtelier Toulousain qui comprend à peu près 100 adhérents cette année et donc 8000 chambres d'hôtel sur Toulouse. Et l'agglomération, bien sûr. D'accord, très bien. Alors la première question qui me vient, c'est effectivement de commencer avec vous, Jean Micou, sur le constat que vous avez fait en Haute-Garonne, mais aussi en Occitanie, avoir une vision en Occitanie, pour le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Voilà, en préparant cette table ronde, vous en avez longuement parlé, et voilà, nous vous écoutons. Alors, si on doit parler, je dirais, de la situation actuelle, bien évidemment, ça n'avait pas échappé à personne, comme quoi nous sommes dans une situation excessivement difficile en matière, bien sûr, de fréquentation et de consommation touristique. Nous avons, depuis le 15 mars, vécu, alors que l'année 2020 se présentait très très bien, et je pense que mon voisin de gauche me confirmera ça, se présentait excessivement bien, et nous avons bien sûr vécu l'événement Covid comme un arrêt brutal de l'activité touristique. Donc, passé le moment de sidération comme tout le monde, il a fallu se mettre en place pour bien évaluer ce qu'il aurait fallu mettre en place pour essayer de rebondir le plus rapidement possible et le plus fortement possible. Tout cela, et je le dis toujours sous le sceau de la plaisanterie, mais à moitié, que notre meilleur agent commercial a été Édouard Philippe lorsque, mois de mai, il nous a annoncé comme quoi on pourrait ressortir de chez soi, et au mois de juin, quand il a dit qu'on pourrait partir en vacances. Donc c'est à partir de là où les choses se sont un peu détendues, et là, on a pu... Alors, je parlais sur le tourisme de loisirs, et plutôt dans le hors agglomération toulousaine et montpelliéraine, vécu un été à peu près convenable. Peut-être que certaines destinations ont mieux fonctionné que d'autres. Ça a quand même été toujours de manière un peu dégradée. Dégradée parce que les conditions sanitaires ont imposé des fonctionnements qui ont empêché les activités touristiques de fonctionner à 100%.
Donc c'est pour ça que si on a eu du monde, ça n'a pas été toujours dans des proportions économiquement très satisfaisantes. Ça a permis de sauver, je dirais, a priori l'année 2020, mais je dirais que quasiment le plus difficile commence, parce que 2021 sera l'année où s'il n'y a pas de reprise économique et économique touristique, c'est là où nous verrons, je dirais, se dérouler beaucoup de soucis sur les entreprises. Pour être très clair, actuellement, nous, en tout cas, les entreprises avec lesquelles nous travaillons, qui sont alors souvent des gîtes, de l'hôtellerie rurale, des campings, des parcs de loisirs, globalement, ils ont consommé toute leur trésorerie parce qu'il a fallu ouvrir quand même cet été. Et ouvrir cet été, ça veut dire ouvrir avec des conditions d'accueil satisfaisantes pour les clients. Et tout cela, ça a demandé quand même un minimum d'investissement, même si, je dirais, des économies ont été faites, principalement sur le personnel, parce qu'il y a eu moins d'emplois que ce qui était fait d'habitude. Et sur certains secteurs du département, quand une entreprise emploie 25 personnes touristiques, c'est bien sûr excessivement important, surtout que lorsqu'elle ne travaille après que durant une certaine période à 10 ou 12. Donc voilà, donc, heureusement qu'il y a eu l'été, mais le plus dur débute et nous sommes, je dis franchement, un peu inquiets sur ce qui va se passer cet automne, et notamment, en tout cas pour le tourisme de loisirs, ce qui va se passer durant les vacances de la Toussaint, qui aussi doit être un marqueur extrêmement fort pour nous. Et actuellement, les prévisions, je le dis franchement, sont un peu inquiétantes. Elles sont un peu inquiétantes. Inquiétantes, oui, actuellement. Et là-dessus, nous avons affaire à une clientèle qui a peur et qui, actuellement, réserve sa décision de partir durant les vacances de la Toussaint, alors que c'était devenu, depuis quelques années, un spot important en matière de consommation touristique, les vacances de la Toussaint. Donc il y avait de plus en plus de déplacements, sur un effet excursionniste, je dirais de Toulousains qui vont consommer du produit à la journée, mais aussi sur les séjours, 2-3 jours. Et là, on sent une faiblesse sur les réservations, quoi. Une forte faiblesse et même quelquefois quelques annulations. Quelques annulations. Voilà. Et est-ce que ce sera peut-être des réservations de dernière minute? Alors, bon, le phénomène de la dernière minute, c'est devenu, je dirais même plus, je ne sais pas, de la dernière minute, mais je dirais c'est la dernière seconde maintenant. Hein. Oui. C'est de la dernière seconde, voilà, on a des clients, mais ça par contre, ça fait partie, on le sentait venir ça, hein, cette tendance qui existait, les gens passaient d'ici au dernier moment, les outils numériques permettent de choisir au dernier moment, de profiter de la meilleure offre au dernier moment, donc ça on le sentait venir, mais la situation actuelle, je dirais, sanitaire, alors nous, ce qu'on a vécu cette année, justement, c'est de la forte dernière minute, excessivement forte, et en même temps, des durées de séjour durant l'été plus courtes que d'habitude, parce que pour un phénomène excessivement simple, c'est que les gens, au lieu de réserver 15 jours, ils n'ont réservé qu'une semaine, de peur de s'éloigner trop longtemps de leur domicile. Donc il y a eu ce phénomène aussi. Et bien évidemment, la grande perte, ça a été chez nous, en tout cas milieu hors agglomération métropole toulousaine, c'est des clientèles étrangères à moins 60, moins 80%. Quoi. Donc c'est bien sûr énorme. Quoi. Très bien. Donc ça, on a beaucoup parlé du tourisme de loisirs, du tourisme d'affaires. On peut en parler, Sébastien ? Alors, je suis heureux d'apprendre par Jean que l'été a sauvé mon année 2020. C'est pas le cas du tout, bien sûr, loin de là. Avant de parler du tourisme d'affaires, je pense que l'Occitanie a une réalité, Toulouse en a une autre. Et encore une fois, je me parle au nom de mes pairs hôteliers. Il faut comprendre que Toulouse, jusqu'à 4-5 ans, était une destination d'affaires. Et quasi uniquement d'affaires, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Bien sûr, dans les bonnes, c'est Airbus, Thales, et jusque-là, ça nous suffisait. Et puis un jour, on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus, il fallait peut-être aller chercher autre chose, qu'on avait peut-être aussi des atouts à faire valoir. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail, bien sûr, du CET, mais du CRT, de l'OT, tous ces gens qui ont fait le boulot. Et en fait, progressivement, depuis du coup 4-5 ans, on est devenu aussi une destination loisir. Alors, un stop, loisir,
plus qu'un arrêt, plus qu'une destination. Mais en tout cas, voilà, progressivement, on a vu le loisir arriver sur Toulouse, sur des road trips Occitanie, où ils s'arrêtent sur 1, 2, 3 nuitées, ou alors en partant en Espagne, etc., en venant découvrir la ville. Et c'est de plus en plus fréquent. À tel point que nos périodes de faibles, jusqu'à il y a 4-5 ans, qui étaient vraiment les vacances scolaires, février, avril, Noël, bien sûr les vacances d'été, qui étaient vraiment des périodes où il ne se passait rien, sont aujourd'hui devenues des périodes fortes. Enfin aujourd'hui, avant Covid, bien sûr, avant Covid. Voilà. Et l'année dernière, effectivement, on avait des taux d'occupation dans nos hôtels qui étaient extrêmement bons. Alors bien sûr, différents de si vous êtes basé à Blagnac ou si vous êtes basé en hypercentre. Bien sûr, si vous avez un établissement qui a 30 chambres, un établissement qui en a 200. Mais en tout cas, un regain d'activité depuis 4-5 ans sur ces périodes dites faibles auparavant qui revenaient. Bien sûr, le Covid a changé la donne. Là où je rejoins Jean, c'est que si effectivement au mois de juin, lorsqu'on a réouvert des établissements, mais pour certains, juin pour d'autres, d'ailleurs d'autres ont réouvert que fin août, et certains sont encore fermés. Mais si au mois de juin, pour ceux qui ont ouvert, on nous avait annoncé les taux d'occupation que l'on ferait, je pense qu'on aurait signé de suite. Et j'en fais partie, hein, j'ai bien travaillé sur cet été-là, mais j'ai bien travaillé au vu de la situation. La réalité, c'est que comparé à l'année précédente, par exemple, c'est entre moins 30 et moins 50% de taux d'occupation. Ça, c'est sur une période forte. Pour moi, l'été. Septembre, c'est à peu près 60% de taux d'occupation en moins. Octobre, novembre, décembre, c'est entre 70 et 80% de taux d'occupation en moins. Donc l'année, elle est morte. Quand vous rajoutez à ça les 3 mois de confinement qui étaient mars, avril, mai, non, l'année n'est clairement pas bonne. Et effectivement, je rejoins Jean, les perspectives ne sont pas bonnes. Voilà. Alors après, si vous me permettez cette parenthèse-là... Et on ouvre le champ. Hein, voilà, mais pour répondre à votre question sur le tourisme d'affaires, Oui. Le tourisme d'affaires, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus d'affaires. Il n'y a plus d'affaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un hôtel, enfin, je ne sais pas si vous me dites si j'en dis trop. Allez-y, hein, allez-y, vous êtes parti, je sais où vous allez aller. Non, mais en fait, non, juste pour que les gens comprennent, dans un hôtel, nous avons différents segments. Nous avons ce qu'on appelle l'aérien, l'airlines, souvent, qui est une grosse partie parce que Toulouse étant une grosse agglomération, on a beaucoup d'équipages, de compagnies aériennes ou autres, donc c'est un segment important pour certains établissements. On a ce qu'on appelle le corporate. Le corporate, ce sont des grosses sociétés avec qui les hôtels ont des partenariats tarifaires. Bien sûr, Airbus, Thales, Orange et bien d'autres, la SNCF, etc., les tarifs corporate. Ensuite, on a ce qu'on appelle vulgairement les individuels. Alors, les individuels, c'est individuel affaires. L'homme d'affaires qui, de façon sporadique, a besoin de se déplacer, dormir dans un hôtel. C'est sporadique, ça arrive une fois, c'est pas régulier. Et puis, l'individuel loisir, celui qu'on a vu cet été, qui s'arrête pour passer quelques jours chez nous. Et puis, enfin, on a les groupes. Les groupes loisirs, les groupes affaires. Et la difficulté de cette pandémie-là, et en tout cas ce qu'on est en train d'observer, bien, quand les compagnies aériennes ne volent plus, quand les grosses entreprises demandent à leurs collaborateurs de rester chez eux, soit pour des mesures d'économie, soit pour des mesures sanitaires, en disant ne prenez pas de risques, quand les pays referment leurs frontières, et donc on n'a plus de groupe, et que l'individu à affaires est réduit à peau de chagrin, clairement, il ne reste que le loisir. Et le loisir, on sait que sur une destination comme Toulouse, et je vais parler pour Toulouse encore une fois, et pas pour l'Occitanie, hein, parce que la réalité de Toulouse n'est pas celle de Sète ou de Albi ou autre. Mais en tout cas, pour Toulouse, le loisir, effectivement, quand les loisirs ils travaillent, ils ne sont pas en vacances, quoi. Donc, on est confronté aujourd'hui où les périodes de loisirs sont bien sûr moindres que celles qu'on a connues auparavant, et les périodes d'affaires n'existent plus. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, vous êtes aussi confronté sur le fait qu'aujourd'hui, on ne va plus se déplacer de la même façon. On ne va plus, effectivement, la mobilité va être vue différemment. On va effectivement, le télétravail a changé notre manière de travailler. Nos déplacements, on les revoit autrement. De manière, évidemment, les entreprises revoient, évidemment, leur modèle économique, leurs déplacements. Et est-ce que je vais déplacer mes collaborateurs pour aller faire un séminaire dans un hôtel ? Est-ce que je vais plutôt faire de la visioconférence et ne pas les faire déplacer ? Est-ce que je fais des
déplacer qu'un petit bout, etc., etc. Donc ils sont en pleine réflexion aussi et on est en pleine mutation. Donc là, pour le coup, Daniel, à vous. Oui, alors ce qui est intéressant, je voudrais rebondir un petit peu sur les deux témoignages qu'on vient d'entendre, sur le sujet de la mobilité. Moi, je vous ai dit tout à l'heure en me présentant, je suis sur la mobilité du quotidien. Donc en gros, c'est tout le sujet domicile-travail et la mobilité de proximité. Il est clair qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on vous dit là, l'aérien, la très longue distance, très fortement impacté par cette crise sanitaire, une évidence. Le TGV, donc sur les longs parcours aussi en France, sont aussi très fortement impactés et partagent exactement les mêmes constats. Maintenant, si on revient sur le local et qu'on fait une analyse un petit peu de cette crise-là, c'est intéressant de faire un feedback sur l'histoire. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est, vous l'avez dit, tout d'un coup, voilà, il y a un décret qui sort qui dit désormais, vous avez le droit de sortir de chez vous. Sauf que si on regarde tout de suite les contraintes de mobilité, vous avez parlé de peur tout à l'heure, à juste titre. Et très vite, qu'est-ce qu'on a dit sur les transports publics au sens large, ça ne touchait pas que le train. On a dit une place sur deux dans les trains, dans les métros, dans les bus, dans les tramways. Voilà, c'est un peu anxiogène. Les opérateurs sont responsables, à juste titre, de la santé de leurs voyageurs. Donc, vous avez une vraie responsabilité de prise en charge des voyageurs. Et puis, par rapport à ça, ça va vous faire sourire aujourd'hui. Mais le port du masque obligatoire des transports collectifs. Je veux dire, ça a été une très bonne idée. Parce que regardez aujourd'hui le débat qu'on a autour du masque. Et un des premiers sujets auxquels on a été confronté, c'est de dire faut casser cette peur du transport public. On a vu l'explosion qu'il y a eu sur le vélo. Avec, c'est pas le débat de là. Et globalement, avec la région Occitanie, très tôt, on a dit il faut réassurer. Voilà, vous avez un décret, vous avez une obligation, vous êtes pénalement responsable. Et en Occitanie, on a pris le pari d'un changement brutal de comportement. C'est-à-dire, on a dit aux gens, voilà, quel est le meilleur moyen de les rassurer? C'est, moi je suis voyageur lambda, assurez-moi que le train que je veux prendre, vous respectez bien les règles du jeu fixées par le gouvernement. Pour ça, on a créé un accès train serein. Un accès train serein, c'est quoi? C'est que vous réservez le TGV, ça choquait personne. Tout d'un coup, on disait, pour monter dans un TER, vous allez devoir systématiquement prendre un coupon gratuit, mais qui va vous permettre de vous garantir l'accès au train dans les conditions sanitaires fixées par le gouvernement. Alors là, évidemment, entre parenthèses, vous voyez la force du digital dans ce dispositif-là. Et évidemment, quand le train a atteint son quota, parce que rappelez-vous, on disait une place sur deux, donc un train qui fait 100 places, à 50 places, vous devez le fermer et dire aux gens, vous n'avez plus le prendre, il n'y a plus de place. Et on a mis en place ça, et ça a été un marqueur important à plusieurs niveaux, un marqueur comportemental. Je vais vous donner un chiffre. Sur un mois qu'a duré cette règle-là, 153 700 coupons ont été utilisés par les voyageurs. 153 700. Donc en définitive, ce qu'on craignait que ça soit une contrainte et on se dit mais non, jamais de la vie les gens vont jouer le jeu, c'est devenu, j'allais dire, une garantie de dire ouais tiens je reprends le train parce que je vois que les règles sanitaires sont bien respectées. Et par ailleurs, ça permet aussi de dire j'ai à nouveau confiance au train. Alors bien sûr, il y a eu les mesures de nettoyage, de désinfection qui sont venues, mais le premier levier qui était de dire je fais confiance au train, c'était un premier élément essentiel à la suite. La suite, c'est quoi? C'est, il n'y a plus donc de contraintes sanitaires. Vous restez toujours avec le port du masque obligatoire. Et ça, franchement, merci. C'était vraiment un vrai plus. Et avec la région Occitanie, on s'est mis autour de la table en se disant, voilà, comment on peut faire de la mobilité, j'allais dire, aider tous les acteurs économiques. On est dans une région touristiquement très forte. Et on a mis en place une stratégie en se disant, voilà, si on veut un été réussi, c'est quoi le pari? Alors vous en avez certainement entendu parler, donc il y a eu toute une réflexion et des décisions portées par la région Occitanie en se disant, il n'y a pas de secret. Pour relancer, il y a des ingrédients bien connus. Il faut déjà un service existant, il existait. Il faut un service de qualité, il existait. Et puis, regardez ce qui s'est passé dans plein de domaines d'activité. Le levier, c'est les petits prix. Et tout de suite, ce qui permet au bout d'un moment de dire je vais essayer d'amorcer les gens, c'est les petits prix. Et nous, côté SNCF, ce qu'on s'est dit, c'est que depuis 10 ans déjà, on essaie de se dire mais comment faire changer les gens sur leurs habitudes de mobilité. Alors le domicile-travail, c'est très compliqué. Mais pour le coup, la mobilité occasionnelle, dite de proximité, c'est un vrai levier. Donc on a construit avec la région ce plan d'action. Et le pari au mois de mai, je peux vous dire que même au mois de mai, si je vous le dis là, la région annonce de dire voilà, moi région, je fais le choix de mettre en vente 1 million de billets à 1 euro sur les mobilités en Occitanie. 1 million de... Voilà, vous êtes au mois de mai. Je vais vous donner un chiffre. Un été normal en Occitanie, en transport occasionnel, on transporte à peu près 1 150 000 personnes. C'était ça en 2019. Donc on voit ça. Et puis cette annonce-là, structurée, ça a commencé par les week-ends à 1 euro. Alors on a démarré des week-ends à 5 000, on a fini des week-ends à 25 000. Donc vous voyez ça. Et puis il y a eu un vrai parti pris de se dire...
qui aujourd'hui se déplacent en agilité, en petit prix, avec en plus toutes les offres de mobilité qui existent. On peut parler des Uber, des Blablacar, c'est les moins de 26 ans, c'est les jeunes. Une appétence digitale, une appétence aussi à des modes de mobilité différents. Et la région a fait le choix de dire, pour les moins de 26 ans, du 1er juillet au 31 août, ils voyageront pour 1 €. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément de départ. Alors, le chiffre à la fin, c'est quoi ? C'est 10% de fréquentation supplémentaire dans les trains LIO cet été. La tendance nationale, c'est moins 20%. Il y a une seule région en France qui a réussi le pari du plus 10% de fréquentation. C'est en Occitanie. Alors ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est comment aussi on joue avec des acteurs économiques et touristiques locaux. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que l'union fait la force. Et là aussi, la région nous dit, c'est important de jouer groupé, travailler avec les conseils départementaux de tourisme ou le CRT, et de se dire, il y a plein de grands sites Occitanie aujourd'hui référencés comme remarquables. Il y a plein de possibilités d'y aller en train. Il y a des fois, c'est pas possible. Il y a des fois, c'est possible. Et vraiment, on a aussi valorisé toutes ces terres touristiques en visibilité. Il y a 2 sujets. Il y a je veux voyager pas cher et je veux des idées de sortie. On a joué les 2 cartes. On s'est dit, les petits prix, ils sont là. Les idées de sortie, quand le train est la solution, on la met en avant et on la propose. Et un autre élément emblématique sur ce sujet-là, c'est le train jaune. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Je vous invite vraiment à faire le test du train jaune. C'est The Monument. Ça a été le premier train électrique de France, pour votre information. Cet été, la fréquentation du train jaune, c'est plus 28% de fréquentation. Encore une fois, les mêmes règles. Des petits prix, c'est-à-dire la mise en place d'un forfait de billets à 5 €, une bonne visibilité, un bon travail avec tous les relais locaux sur la valorisation de ça. On est allé pour la première fois faire la tournée des plages pour valoriser ce service-là. Et résultat, vous vous retrouvez avec une fréquentation à 2 chiffres. Voilà. Tout ça pour dire qu'en définitive, il faut bien distinguer ce qui est de l'opportunité de la mobilité de proximité de ce qui est de l'opportunité de la mobilité de longue distance. On voit bien que sur la très longue distance et sur le business, c'est très compliqué. Mais objectivement, j'allais dire, le pari au mois de mai, il était de se dire les gens vont rester en Occitanie. Donc les Occitans vont rester en Occitanie. Les jeunes d'Occitans vont rester aussi en Occitanie. On a la chance d'avoir un territoire magnifique. Proposons-leur et valorisons les offres de mobilité à des petits prix. Et puis, dans toutes les enquêtes qu'il y a eu au niveau national, chaque fois Occitanie était en premier cité aussi pour être terre d'accueil, des gens qui n'allaient pas partir à l'étranger. Mais ceci étant, vous allez me dire, oui, c'est facile parce que vous êtes en Occitanie, et vous allez me dire Grand Sud et Nouvelle-Aquitaine. On est dans des typologies aussi d'activités touristiques fortes. Les fréquentations de ces 2 régions ne sont pas positives. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, il y a eu un vrai pari qui a été fait, une bonne analyse qu'on a partagée avec la région, certains leviers qu'il faut activer. Alors je pense que dans la deuxième partie, on pourra évoquer la suite de tout ça. Mais le bilan, c'est que qui aurait parié qu'à la fin de la saison, on aurait fait 10% de fréquentation dans les trains, avec quand même un paradoxe, et je finirai là-dessus, c'est que vous vous retrouvez avec beaucoup plus de monde dans les trains, et vous êtes en crise sanitaire. Et on vous parle quand même toujours de distanciation et de risque de propagation du virus. Et pour la première fois cet été, on a passé des trains TER en complet. Pourquoi ? Parce que c'est bien de faire venir du monde, mais comment aussi, je reviens sur le sentiment de peur, vous ne les découragez pas, comment vous arrivez aussi à contrôler les accès aux trains et pas vous retrouver dans des trains systématiquement bondés. Et on a mis en place un dispositif, alors là aussi, toute la force du digital, c'est grâce au digital, vous facilitez l'achat, grâce au digital aussi, vous suivez en temps réel les achats par train, et quand vos trains sont en limite de capacité sanitaire, même si les règles évoluent, vous les fermez à la vente et vous les affichez en train complet, ce qui a été fait encore le week-end dernier. Ça représentait à peu près 5% des trains. Pour abonder dans votre sens, je confirme ce que vous dites, à savoir qu'on n'a jamais eu cet été autant de clientèle de proximité. On n'a jamais eu autant de Perpignanais, de Biterrois, de gens qui arrivaient de Leucate, de Sète, etc., qui disaient on ne peut pas aller en Italie, on ne peut pas aller en Espagne, donc on va visiter notre région. Et on entend parler de Toulouse, on va s'arrêter à Toulouse pour voir ce que c'est, et qui restait 2-3 jours, effectivement, qui faisait un petit circuit en train. Donc félicitations pour cette initiative. On vous encourage à la renouveler, c'est vachement bien. Le train à 1 €, c'est très bien, gardez-le. Alors pour chasser les idées reçues aussi là-dessus, vous allez me dire, mais oui, c'est normal, le littoral, les plages. Faux. Globalement, le trafic des plages n'a progressé que de 4%.
Ce qui a vraiment progressé, c'est toute l'arrière-pays. Et ça aussi, c'est un constat, je pense. Oui. Ils sont venus en montagne. Et nous, Ils sont venus en montagne. Alors nous, on l'a retrouvé sur des territoires qui étaient peu fréquentés, je dirais, par rapport à d'autres, et qui, est clair, ont vu une surfréquentation liée au train à 1 euro, notamment, qui ont vu vraiment une population nouvelle. Et là, peut-être, ça permettra de faire la transition, qui a découvert tout un territoire et qui n'avait bien évidemment pas l'habitude de s'y rendre. Mais là aussi, il y a quand même eu des phénomènes, alors au-delà des problématiques de transport, je dirais, en volume, ça a aussi évolué du tourisme d'excursionnisme de proximité, qui a aussi provoqué, je dirais, quelques soucis de fréquentation et de surfréquentation. Donc on s'est retrouvé sur certains sites, or je peux parler de la Haute-Garonne bien sûr, mais chez mes collègues de l'Ariège, chez mes collègues des Hautes-Pyrénées aussi, des sites en surfréquentation, en surtourisme, qui ont automatiquement posé des problèmes environnementaux. Et on s'est retrouvé confronté à ce qui est le risque sur certains sites naturels d'être dégradés à cause d'une surfréquentation et qui provoque à des moments quelques exaspérations de la part des locaux. Et ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on n'avait pas véritablement anticipé, mais qui va nous permettre de pouvoir travailler maintenant sur comment on accepte de manière raisonnée des gens sur certains sites naturels sensibles qui sont, comme je viens de le dire, à préserver pour qu'ils puissent justement garder leur authenticité et leur attractivité, tout simplement. Et donc là-dessus, une nouvelle réflexion est en place pour essayer de contenir. Alors ça existe ailleurs, hein, ça existe à Chamonix, Saint-Gervais, ça existe à certains endroits en France, mais il est vrai que sur notre partie pyrénéenne, on n'avait pas trop l'habitude d'être sur ces surfréquentations touristiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que l'on travaille vis-à-vis de certaines populations, jeunes en particulier. Et c'est la masse vraiment qui a posé problème à certains endroits, à certains moments durant l'été. D'accord, donc du travail effectivement, parce qu'ils ont redécouvert la France, redécouvert leur territoire, aimé leur territoire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, mais effectivement, vous le dites, il faut qu'ils continuent à venir sur le territoire, et ça c'est là votre travail aussi, évidemment pour contribuer à l'économie touristique, mais aussi préserver les espaces. Et donc ça, c'est un gros travail de communication et d'information dans ce sens. Oui, c'est un gros travail de communication, bien évidemment. C'est un gros travail par rapport à l'offre. Hein. Il y a un gros travail à faire sur le terrain pour accompagner les acteurs qui sont sur le terrain. Parce que quand on commence à parler de surtourisme, entre guillemets, de contingenter l'accès à certains sites de suite, ça y est, ils veulent nous empêcher de travailler. Non, c'est pas ça l'idée. C'est justement, c'est qu'ils puissent travailler confortablement, le mieux possible, en créant, je dirais, des services qui permettent justement de pouvoir faire perdurer de l'activité touristique, de pérenniser de l'activité touristique sur un modèle économique qui peut-être doit changer, mais qui n'est surtout pas... il n'y a aucune volonté, bien évidemment, de réduire l'impact économique sur les territoires. Mais ça, il va falloir l'organiser. Tout à fait. Et je dirais qu'avec un peu de bonne volonté, ça se passe toujours plutôt bien. Mais la particularité, c'est que c'est relativement nouveau sur, en tout cas, nos territoires. D'accord. Et l'organiser ensemble, entre les acteurs touristiques, c'est un travail commun? C'est un travail ensemble que vous devez faire là-dessus? C'est indispensable. Voilà, c'est indispensable, il me semble. Parce que je pense que voilà, on a la chance d'avoir une histoire dans ce territoire, des acteurs qui ont envie, et c'est vraiment fondamental. Et voilà, on a un projet sur ce qui est intéressant, c'est travailler ensemble, mais aussi partager ces mêmes valeurs. C'est-à-dire que les valeurs de quoi? De territoire, les valeurs d'authenticité, les valeurs aussi de proximité. Et je pense que nous, aujourd'hui, on réfléchit avec la région sur justement comment continuer
Et on l'a dit, ce qui est important, c'est l'été, entre guillemets, ça peut paraître facile, même si ça l'est pas, hein, mais on va passer vite là-dessus. Ce qui commence, c'est comment tout au long de l'année, on va continuer là-dessus. Alors là, on est en train de travailler sur le sujet de ski rail, hein, sur l'Ariège. Hein. C'est voilà, comment on va faire de cette belle réussite de cet hiver, en espérant que la neige soit au rendez-vous. C'est des pistes, mais on va aller au-delà. Puisque cette crise, elle a été un révélateur, c'est-à-dire que voilà, beaucoup d'acteurs, et on le voit bien, souffrent actuellement, c'est une évidence. Et l'idée, c'est comment, avec les acteurs locaux, nous, le point commun qu'on partage, hein, c'est soit on va au cœur des villes, soit on est au cœur des territoires. Et dans ce cœur-là, il y a des acteurs aussi touristiques avec qui on peut travailler. Et l'idée, c'est de trouver comment on réfléchit ensemble sur des choses simples qui, à la fois, ces acteurs économiques locaux permettent d'être visibles à travers le train. Et comment aussi on essaye de combiner, demain aller en Ariège et se dire qu'avec mon billet de train, je peux aller faire une dégustation de fromage ou de produits de terroir, je pense qu'on est dans les mêmes valeurs de ce que doit être aujourd'hui un service de proximité au service du citoyen. Très bien. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire que donc il y a quand même de formidables opportunités de développement malgré la crise et malgré les difficultés de tous les acteurs touristiques aujourd'hui. Dans le tourisme d'affaires, pour revenir au tourisme d'affaires, finalement, il va falloir repenser nos salles de séminaire, repenser nos fonctions, penser autrement aussi. Alors effectivement, ce qui a un peu changé par rapport à l'avant-Covid, c'est que effectivement sur les séminaires, là où avant on avait des réunions de 40, 50, 60, 100, 200 personnes, aujourd'hui ce sont des réunions beaucoup plus petites, de 6, 10, 12 personnes. Alors bien sûr les protocoles nous imposent aussi de réduire nos salles. Hein. Aujourd'hui il faut 4 mètres carrés par personne, etc. Donc par définition nos salles sont plus petites, même si la superficie réelle est la même, mais en tout cas en termes de monde à mettre dedans c'est restreint. Mais au-delà de ça, de toute façon, effectivement, les entreprises par elles-mêmes ont changé leur habitude de consommation. C'est-à-dire que les grosses réunions, pour l'instant, n'ont plus lieu. C'est plutôt des petites réunions locales, régionales. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ils préfèrent les multiplier, mais en petit nombre, plutôt que de faire des grosses conventions qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, avec des protocoles connus. Et ensuite... le deuxième phénomène qu'on est en train de voir apparaître, c'est tout ce qui est visioconférence. Voilà, visio et vidéoconférence. Alors, bien sûr, on a tous des applications Teams, et ça se fait maintenant dans toutes les entreprises, mais on est également sollicité maintenant dans les établissements pour faire de la visio. Voilà. Donc, quelques établissements ont commencé à s'équiper avec des écrans, avec des caméras 4K de visioconférence, où il n'est pas neutre d'avoir une société où ils sont 10 en salle, par contre 200 d'autre côté. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour nous, hôtels, puisqu'en général, quand on venait faire des réunions chez nous, c'était justement des réunions en présentiel, pour avoir les facilités de l'hôtel, les chambres sur place, la restauration, la salle qui va bien, on est en unité lieu, on ne bouge pas, et voilà. Et ça, effectivement, ça tend à se perdre un petit peu, et donc c'est une nouvelle habitude de consommation qui est en train de s'établir. Très bien. Par rapport aux salles de séminaire, je rebondis encore dessus, il faudra vendre autrement, il faudra penser autrement l'offre que vous allez proposer là-dessus pour les commanditaires, puisque c'est adapté. Oui, c'est ce que je vous dis. Je pense qu'on est à l'aube. Vraiment, mais encore une fois, ça n'engage que moi, d'une restructuration totale. Un établissement qui a 500, 800, 1000 mètres carrés de salle de réunion, est-ce que c'est encore viable? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois que c'est encore trop tôt pour le dire. Effectivement, c'est plus la tendance. Est-ce que ça ne va pas le redevenir quand tout ça sera derrière nous et qu'on aura un peu oublié? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, effectivement, c'est plus la tendance. Donc la question, c'est se dire, on fait quoi dans la salle de réunion? D'accord, mais la tendance a quand même évolué dans l'hôtellerie, hein, puisque effectivement, maintenant on vient dans un hôtel souvent pour consommer. Pas forcément du coworking, non. Oui, il y a du coworking, oui. On vient pour consommer, on vient pas forcément pour dormir, on vient pour se retrouver. Oui. Et là, on parlait tout à l'heure évidemment de la clientèle de proximité. Et oui, les hôtels ont tout à jouer effectivement pour redonner du lien avec la clientèle locale à côté pour créer autre chose. Absolument. Alors là, vous avez absolument raison. Mais ça, je crois que c'est l'essence même de l'hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel, à l'origine, c'est un endroit où on dort.
Oui. Et puis, au fur et à mesure que les années ont passé et que les hôtels se sont développés, on s'est dit, mais tiens, on peut pas faire que dormir dans un hôtel, on peut y prendre aussi un petit déjeuner, on peut se restaurer, on peut y boire un coup, on peut y manger, enfin, on peut faire une réunion. Et puis on peut avoir aussi un spa, on peut avoir, enfin, et ça c'est l'évolution qu'a connue l'hôtellerie d'aujourd'hui. Et il est vrai que, pour revenir à ce que vous disiez sur les changements de consommation, ce qui m'a surpris, on a fait un salon il n'y a pas très longtemps qui s'appelait l'Event de Cannes, qui est assez connu pour le tourisme justement, vulgairement appelé MICE, donc séminaire et banquet. Et en fait, j'avais envoyé une de mes collaboratrices et elle m'a dit ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait les personnes que l'on a rencontrées, les prescripteurs, les agences, les grosses agences, parce que globalement ce sont des grosses agences qu'on rencontre là-bas, ils n'étaient pas intéressés pour voir des photos de l'hôtel ou pour voir nos salles de réunion ou pour savoir combien on pouvait mettre de monde dedans. Ils étaient simplement intéressés pour des lieux de vie. En fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir quelle histoire on leur raconte. Un hôtel qui se présente en disant « j'ai des salles de réunion », très bien, s'il est là, c'est qu'il a forcément des salles de réunion. Des chambres, forcément, c'est l'essence même de l'hôtel. Mais par contre, ce que recherche cette nouvelle clientèle-là, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire ? Quelle expérience je peux vivre dans votre hôtel ? C'est pour ça que les hôtels sont vraiment en train de se transformer. Alors je vais prendre ma casquette Accor parce que bien sûr j'appartiens à un groupe qui s'appelle Accor, mais je sais qu'il y a 5-6 ans, on a initié chez Accor, dans les restructurations des hôtels, de créer des lieux de vie. Il y a des établissements, on ne rentre plus par une réception, on rentre par un bar. Il y en a d'autres, on rentre par un restaurant. Les codes ont changé. Les codes ont complètement changé. Les gens ne veulent plus juste dormir. Ils veulent vivre une expérience. Voilà. Et pour rebondir sur le coworking, parce que c'était également la question, effectivement, on en avait parlé, mais aujourd'hui, nos salles de réunion, on se demande si encore il y a lieu d'être, parce que de plus en plus, on est confronté à une clientèle nomade qui, pour ne pas se mélanger à full ou autre et en réunion, se promène avec son petit laptop, vient boire un café, s'installe dans un coin de l'hôtel et du coup travaille voilà, en table partagée ou juste tout seul avec son laptop face à une assemblée, mais tout seul dans un hôtel. Il n'y a plus besoin de salle de réunion. Donc effectivement, il y a toute une réflexion qui est faite à travers ça, mais qui n'est pas du tout encore aboutie, parce que je pense qu'on est encore vraiment qu'au début de cette transformation-là. On est vraiment tout au début, effectivement. L'expérience client. Jean, vous voulez dire quelque chose là-dessus ? Oui, là-dessus, il est évident que, alors, dans les entreprises, je dirais hôtels, mais dans des structures comme les nôtres, qui peuvent être un office de tourisme, un comité départemental du tourisme, on vit cela. Et on le vit, alors vous qui êtes spécialiste de l'accueil, on est quand même sur une évolution de la clientèle. Et en face, il faudra quand même que des agents de nos structures soient en capacité, je dirais, de répondre à ces demandes-là. Je dirais c'est différent que de donner une clé et de la récupérer. Chez nous, dans nos structures, c'est différent que de donner une carte d'un plan de visite d'un territoire. C'est entrer en relation avec un client, être sur du conseil personnalisé. Ça demande véritablement une expertise bien plus fine que ce que l'on ne faisait jusqu'à maintenant dans nos structures. Bah là, on pense à la formation, pour le coup. Bien évidemment, problème de formation. Alors, il y a un problème de formation, mais je pense aussi, c'est en matière de recrutement dans nos structures, c'est quel profil on va rechercher. Et là-dessus, les réflexions que nous avons, je pense qu'elles sont partout pareilles, alors ça va devenir un problème, parce que si on va chercher tous le mouton à 5 pattes de l'accueil, qui aura bien évidemment, je dirais la formation technique, comme disent certains hôteliers, c'est pas un problème. Nous, on sera formé quelqu'un à l'accueil, utiliser les logiciels de gestion hôtelière. Nous, utiliser les logiciels de gestion de l'information touristique, on peut toujours former quelqu'un. La problématique, elle sera sur le savoir-être, sur la capacité véritablement à entrer en relation avec quelqu'un. Et là-dessus, je ne fais aucun angélisme. Là-dessus, il y a toujours quand même un but commercial dans les hôteliers, et chez nous, il y a un problème de vente d'un territoire. Donc ça veut dire des connaissances parfaites du territoire, alors être bien sûr, je dirais quasiment de plus en plus performant sur tout ce qui est itinérance, ce qui est randonnée à pied, randonnée à vélo, qui a été bien évidemment les grands succès
en tout cas sur nos territoires durant cet été, il faut véritablement, et en même temps, des services adaptés de la part des transporteurs pour pouvoir véhiculer du vélo, ce qui n'est pas toujours facile dans les trains. Je le dis quand même, j'en profite. Et a priori, on est dans une période de développement de cette activité-là de plus en plus forte. Et là-dessus, il faudra quand même qu'on s'adapte, je dirais, en matière, nous, de capacité à renseigner. Et bien évidemment, le digital sera primordial, mais pas que. Cette année, nous avons vécu, en tout cas nous, sur notre site de visite d'accueil 14 rue Bayard à Toulouse, de plus en plus de monde qui venait nous chercher justement sur un phénomène de proximité, des endroits où aller faire une randonnée en famille, ou plutôt, je dirais, sportive, tout ça. Et donc, il va falloir qu'on soit excessivement performant sur la qualité de notre offre. Et qui soit bien évidemment diffusé soit en comptoir, soit à travers nos outils digitaux tels qu'ils sont actuellement. Bien évidemment, l'expérience, comme tu disais, il faut avoir de l'expérience, il faut connaître. Et la problématique, elle est très simple, hein, elle vient que les personnes que nous avons en face de nous, la plupart aussi sont des spécialistes. Oui. C'est des spécialistes. Ils ont fait 20 randonnées dans les Pyrénées, ils en ont fait à pied, à vélo, tout ça. Ils veulent le plus, et là-dessus, la qualité de la réponse dépendra de la performance de la destination. Et donc, c'est là où il y a de nouveaux, je dirais, ces enjeux-là, on les connaissait, mais j'ai l'impression vraiment que cette période de laquelle nous vivons ont été véritablement accélérés par rapport à tout ce que nous avons vécu durant cet été. Oui, je dirais même mieux qu'ils connaissent mieux que nous. Parce qu'ils ont TripAdvisor, ils ont le routard en numérique, ils ont Booking pour les réservations, ils ont les photos, ils ont les prix, ils ont les commentaires. Ils sont déjà effectivement très surinformés avant d'arriver chez vous. Absolument. Et ils ont effectivement besoin d'être co-accompagnés, pour le coup, que vous co-construisez quelque chose avec eux et pas pour eux, avec eux, pour effectivement les amener effectivement à consommer. Je reviens juste, mais je vois que le temps passe. Ça y est, vous voyez, c'est déjà fini. Vous insistiez sur le mot formation et le mot mutation. C'est vrai que quand on pense aux hôteliers, on pense effectivement au métier de réceptionniste, qui n'est plus un métier de réceptionniste, qui devient aussi un métier de conseiller séjour, où on demande effectivement à savoir valoriser un territoire, à savoir vendre, à savoir être bon dans la relation client, dans les conseils avisés du territoire et de l'accompagnement pour aimer le territoire et aimer la ville dans laquelle on est. Donc pareil pour les offices du tourisme par exemple, qui aussi les conseillers séjours sont aujourd'hui amenés à savoir bien vendre, à savoir donner des alternatives, savoir proposer plusieurs offres à la fois, etc. Et il y a un vrai travail là-dessus, un vrai enjeu là-dessus aussi. Je crois qu'aujourd'hui, le dénominateur commun de nos différents secteurs d'activité, je pense que la crise, elle est passée en 3 temps. Il y a eu un temps de prise de conscience collective. Oui. Je vais prendre un exemple concret, c'est le bilan carbone. Enfin, nous, on a fait, allez voir sur le site, il y a une photo de l'Occitanie avant le Covid et pendant le fait qu'on a été confinés. Vous allez voir, il n'y a pas photo. Donc c'est une prise de conscience. Deuxième effet, une accélération dont les entreprises ne sont pas prêtes à cette vitesse-là. C'est-à-dire que le digital va très vite, mais là, c'est aller encore beaucoup plus vite. Et un marqueur, c'est aussi le fait de dire, voilà, nous, je prends un chiffre, 81% des ventes de billetterie au mois de juillet se sont faits sur le digital, là où normalement on était à 50 à la fin de l'année 2019. Donc au côté accélérateur. Et le troisième levier, c'est là qu'on est attendu, et c'est là qu'il faut qu'on soit agile, c'est tout ce qui est changement de comportement. Alors ça peut être une menace. Moi, je le vois comme une opportunité. Et concrètement, nous, dans le transport public, je vous prends un chiffre sur le changement de comportement. Donc, en ce qui me concerne, c'est la mobilité du quotidien. Pendant 30 ans, on a des agglomérations, des territoires où on a fait de plus en plus de trains, mis des gens dedans, mais la part modale, donc c'est sur 100 déplacements, combien sont faits en train, elle est restée quasiment stable, de 9 à 11, pas bougé. Je vais vous donner un chiffre. Cet été, dans les moins de 26 ans, 20% des gens qui ont acheté du 1 € n'avaient jamais acheté du billet de tram. 20%. Et là, j'y vois vraiment un vrai côté opportunité. C'est là où on se dit, cette crise, elle est dramatique d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, mais c'est aussi peut-être aussi une façon de repenser nos usages. Alors nous, on a la chance d'être sur un domaine d'activité du transport du quotidien. Je pense que
L'autre élément important, c'est tout seul, vous n'y arriverez pas. Il faut travailler avec tous les acteurs économiques locaux. Mais ça peut être une remarquable façon de rebondir. Et nous, concrètement, pour vous donner 2 exemples, vous allez vous dire, mais OK, après cet été, les moins de 26 ans, là, ils ont voyagé à 1 euro. Jusqu'à maintenant, si vous voulez une tarification attractive, il fallait faire une carte, c'était hyper compliqué. À partir de demain, vous aurez moins 26 ans, c'est systématiquement moins 50% sur tous vos parcours. Moins 50%. En gros, vous payez en moyenne 10 euros, vous avez payé 1 euro pendant 2 mois, là vous avez payé 5. Donc on est dans cet accompagnement de l'agilité du petit prix, de dire, voilà, vous avez goûté au train, restez-y, gardez-le. Et je reviens sur le sujet de domicile-travail ou sur le business à notre échelle. C'est clair que c'est plus compliqué. Il y a les impacts du télétravail, il y a les impacts de la crise sanitaire, des gens qui vont perdre tout simplement leur travail. Il ne faut pas oublier que quand vous regardez ce que vous coûte un billet de train, un abonnement de train ramené en plus à 50% qui est payé par l'entreprise, grosso modo, ça vous revient à 1 euro par jour. Ça veut dire que même si vous travaillez que 5 jours dans le mois et que vous télétravaillez le reste du temps, ça reste hyper compétitif. Et l'autre argument, alors là, ça s'adresse aux entreprises, bilan carbone économique. Allez, un véhicule de service, c'est de l'ordre de 800 euros à peu près par mois, ce que ça peut coûter à une entreprise. Le coût de la location, le carburant, l'assurance, les frais d'autoroute, etc. Avec la région Occitanie, on va mettre en place dès le mois d'octobre un abonnement travail-travail. C'est-à-dire, je m'appelle Airbus, je décide de me débarrasser de 50 véhicules de service. Accessoirement, je fais un geste pour le bilan carbone. Et surtout, je vais faire des économies sur mes coûts de fonctionnement de véhicules de service, bilan carbone positif, et désormais on va créer quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est de dire un abonnement non nominatif, mais nominatif au nom de la start-up ou d'une grosse entreprise, utilisable par tous les salariés de l'entreprise. Alors évidemment, si vous êtes 5 à vous déplacer le même jour, il vous faudra 5 abonnements, mais voilà, on est dans l'agilité et la réactivité, c'est-à-dire cette prise de conscience environnementale et comment les entreprises doivent inventer les nouvelles formules. Et je vais prendre un autre exemple que nous voulons lancer pour Noël. Parce que je crois que très rapidement. Les commerçants, depuis des lustres, offrent du stationnement dans les villes à leurs clients. C'est pas très bilan carbone tout ça. Le but, c'est que fin décembre, on puisse offrir à leurs clients des billets de train une journée, l'équivalent de leur place de stationnement. Bilan carbone positif, moins de problèmes. Donc on voit la côté agilité qu'il faut qu'on ait et de se dire, mais c'est aussi un accélérateur formidable. Il faut que maintenant l'entreprise soit capable de suivre ce changement. C'est bien. On est arrivé à la fin de cette heure et vous finissez par des notions très positives, pour le coup. Jean, on conclut, Sébastien, sur des notions positives aussi. Oui, la notion d'opportunité, d'agilité. L'opportunité, c'est bien sûr s'adapter. Il faudra qu'on s'adapte à de nouveaux comportements et en intégrant bien évidemment un élément qui va devenir incontournable. Ça a été dit sur la précédente table ronde, 60% des Français qui partiront en vacances choisiront les destinations selon sa qualité environnementale. Et donc ça, c'est quelque chose bien évidemment qu'il va falloir que l'on ait en tête, tous collectivement, les territoires, les prestataires touristiques, les transporteurs. Et là-dessus, il y aura un gros travail d'accompagnement à faire pour cela. Et nous, en tant qu'Autogaronne Tourisme, nous sommes en train de nous y préparer pour véritablement être une structure nous-mêmes RSE. Oui. Et en même temps, pour pouvoir avoir les éléments pour accompagner les entreprises dans cette direction-là le mieux possible qu'on pourra le faire, bien évidemment, par rapport à un marché. Et on n'oublie jamais comme quoi nous sommes sur une activité, bien évidemment, économique. Sébastien ? Je pense oui, pour conclure, je pense qu'on a tous les trois dit un peu la même chose. C'est-à-dire que le dénominateur commun, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est une histoire. Chaque région est la plus belle, chaque transport est le meilleur. En fait, c'est l'histoire qu'on va leur raconter qui les fait venir. Voilà, simplement ça. Donc, il faut travailler plus sur une histoire. Et je rejoins Jean sur ce qu'il disait tout à l'heure. Le savoir-faire, tout le monde l'a. Ça s'apprend. C'est le savoir-être qu'il faut qu'on travaille. Voilà. Et c'est quelle histoire on va raconter à nos clients demain. Je pense qu'il faut qu'on se remobilise là-dessus. Donc, se mobiliser ensemble. Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans cette... Parce que j'ai dépassé vraiment l'horaire, je vous prie de m'en excuser. Est-ce qu'il y a des questions dans cette salle? Non. Bon, très bien. Nous pouvons remercier et applaudir donc nos acteurs touristiques ici présents. Merci. Merci beaucoup. Nous en avons terminé. Merci.